couvrir donc la journée comme présentateur. On parle d'histoire, j'enseigne l'histoire, donc je ne saurais guère parler d'autre chose. Et on m'a aussi confié la tâche d'écrire l'histoire du cégep de Jonquière. Donc, on a traversé depuis 2 ans et demi, je dirais. Oui, on travaille pour rédiger l'histoire. C'est pas mal fait. Normalement, au cours du printemps 2026, on devrait voir paraître l'histoire de notre institution. Je serais fier de la voir. J'ai hâte de la voir. Ça voudra dire que le travail est vraiment terminé. Je pourrais reprendre ma tâche d'enseignant, heureux. Mais entre-temps, on m'a demandé de faire la présentation d'une des phases importantes de l'histoire du cégep de Jonquière, c'est-à-dire ses origines. Ses origines qui remontent à... Sylvain en a parlé un petit peu, qui remonte on parle de 1955, la date peut-être la plus connue, celle de l'ouverture du Collège classique de Jonquière. Cependant, on oublie souvent que la composante la plus ancienne de ce qui va devenir le cégep de Jonquière, c'est l'École technique d'Arvida, qui, elle, est fondée en 1945. Donc, ce que je vous propose, le programme suivant, on va s'intéresser à la région de Jonquière, essayer de voir quelles sont les raisons qui vont faire que et l'École technique et le Collège classique, donc, vont être fondés à Jonquière à cette époque-là. On va s'intéresser à l'éducation supérieure au Saguenay. On va donc voir l'œuvre des laïcs et des religieux dans l'établissement de cette institution, mais aussi la vie étudiante. On va la voir aussi dans ses composantes particulières. On va voir que les Oblats ont été des éducateurs avant-gardistes. L'institution, le Collège classique, est une institution qui est avant-gardiste. Je vais terminer en parlant d'une de ces innovations majeures qui aurait été l'admission des filles dans les mêmes classes que les garçons. Comme disait Sylvain tout à l'heure aussi, pour finir pour de vrai, je vais parler de la transition entre le Collège classique et puis le cégep de Jonquière. Jonquière en 1955. Je pense qu'ici, pas mal, tout le monde est au courant que Jonquière, la ville qu'on appelle la ville de Jonquière, qui est aujourd'hui l'arrondissement Jonquière de la ville de Saguenay, en réalité, c'est une ville qui a été fusionnée en 1975. Donc, à l'époque de la fondation et de l'École technique et du Collège classique, on a une agglomération qui est composée de plusieurs villes et municipalités. Vous les voyez bien sur la carte, donc Jonquière, qui est la ville, on va dire, historique de l'arrondissement. Plus tard, vont se développer aussi 2 villes industrielles, Kenogami et puis Arvida à partir de 1926. Alentour de ça, un territoire agricole, ce qu'on appelait autrefois Jonquière-Paroisse. C'est dans ce territoire-là que va s'organiser, que va se développer le désir et où on va constater l'importance de développer donc des institutions d'enseignement supérieur. Jonquière, en 1955, c'est une ville qui sort de la Seconde Guerre mondiale avec une, je dirais, après avoir connu un développement économique extrêmement important. La guerre va, à ce niveau-là, jouer un rôle très important, notamment en Arvida, dans la production de l'aluminium, mais aussi la production des pâtes et papiers, donc à Kenogami, à Jonquière. Donc, une ville qui, en 1951, représente quand même une population, comme vous pouvez le voir ici, de presque 45 000 habitants. C'est 10 000 de plus on va dire, sa rivale. Puis vous allez voir, je ne dis pas rivale non plus au hasard comme ça, parce que le Collège classique va toujours se présenter un peu comme dans une nécessaire rivalité avec Chicoutimi. À ce moment-là, Jonquière a 10 000,
le Grand Jonquière a une population de 10 000 habitants de plus que la ville de Chicoutimi. Donc, une ville industrielle, une vocation qui est ouvrière, donc une population très différente aussi de sa rivale, plus institutionnelle, plus bourgeoise, on pourrait dire. Donc, avec des institutions aussi qui n'ont pas... Chicoutimi a des institutions qui se développent depuis déjà pas mal longtemps. Jonquière va faire du rattrapage dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale. En fait, on a la population, on a le dynamisme économique, donc c'est un développement domiciliaire. Plusieurs paroisses vont apparaître à cette époque-là. Sylvain parlait tout à l'heure de Notre-Dame de Fatima. Bien, Notre-Dame de Fatima va se développer précisément dans cette période des années 50. Donc, il y a un développement qu'on sent dans la communauté jonquiéroise. Ne serait-ce qu'au niveau de la modernité par les médias, hein, le journal Le Réveil, qui date de 1945, le poste de radio CKRS Radio, qui est fondé en 1947, et évidemment, la télévision, la première station régionale de télévision qui va apparaître en 1955. C'est peut-être pas un hasard, d'ailleurs, si Jonquière va un jour avoir l'idée d'une formation en journalisme et puis ce qui est le programme d'ATM aujourd'hui. Donc, une ville qui est en pleine croissance, en plein, je dirais, quête de dynamisme. On n'a qu'à penser à un dossier très important qui sera celui de la construction de l'hôpital de Jonquière. Il y en a un autre à Arvida, le Saguenay General Hospital, qui date de la fin des années 20. Mais donc, Jonquière veut, puis il y a un désir certain d'avoir ce développement urbain qu'on regarde, je dirais sans doute avec envie, de l'autre côté, juste à côté, à Chicoutimi. Donc, la rivalité entre les deux, à mon avis, m'apparaît importante. L'éducation supérieure au Saguenay, si on regarde avant 1955, essentiellement, c'est Chicoutimi. Hein. À Jonquière, on a un système d'écoles qui se résume essentiellement à des écoles primaires, quelques écoles spécialisées, surtout Arvida. Donc, si on regarde la liste ici, le séminaire de Chicoutimi, l'institution par excellence, vénérable, avec le poids que le clergé diocésain va lui accorder, avec un certain conservatisme aussi. Hein, c'est les valeurs québécoises traditionnelles qui sont véhiculées par le séminaire, qui est le lieu de formation de la bourgeoisie régionale. Après ça, à Chicoutimi, on va retrouver des écoles normales pour former les maîtres. On va retrouver l'école des infirmières, des écoles de génie, une école commerciale, une école de technique à Chicoutimi. On a aussi l'Institut familial qui va se développer pour former de bonnes épouses et de bonnes mères de famille chez les Sœurs du Bon Conseil. Toutes ces écoles-là sont liées aussi à des communautés religieuses. Donc, on veut se faire instruire, essentiellement, il faut aller à Chicoutimi. Néanmoins, à partir de 1945, quelque chose d'intéressant, l'évêque de Chicoutimi de l'époque va fonder ce qu'on appelle des sections classiques. Les sections classiques, je dirais que c'est la porte d'entrée vers un développement du cours classique ailleurs. Les sections classiques ont une première à Arvida, il y en aura une à Jonquière, à Alma. C'est les 4 premières années du cours classique qui sont données dans le système public, d'école publique. À Jonquière, c'est les Frères du Sacré-Cœur qui vont offrir les 4 premières années. Vous savez, le cours classique, c'est un cours de 8 ans. Un cours de 8 ans qui, à cette époque-là, correspondait plus ou moins précisément au secondaire puis au collégial. On pourrait dire que les 4 premières années s'apparentent plus à un cours secondaire et les 4 dernières années, celles qu'on va retrouver au Collège classique de Jonquière, c'est plus au niveau qu'on pourrait appeler le niveau collégial, qui se termine par l'obtention d'un bac SR. Bac SR qui n'est pas l'équivalent, par contre, de ce qu'on retrouve à l'université. Donc, essentiellement, c'est à Chicoutimi que ça se passe.
Par contre, Jonquière, la première école supérieure, va se développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1945, avec l'ouverture d'une école technique à Arvida. Donc, la commission scolaire d'Arvida, soutenue très activement par la compagnie Alcan, qui a tout intérêt à avoir des compétences développées au sein de la population qui va éventuellement travailler pour l'aluminerie, est un des principaux artisans. Rapidement, on prend des mesures. L'armée était présente à Arvida. On va récupérer les bâtiments, les baraquements de l'armée pour loger. Au départ, temporairement, mais ce qui était temporaire va perdurer quand même plusieurs années. Les locaux de l'École technique d'Arvida se situent dans les baraquements militaires. Un personnage important de l'École technique, on l'a conservé ici au Cégep de Jonquière, Lionel Godreau, qui arrive dès 1947 et qui va prendre en charge jusqu'à la fusion avec le Cégep de Jonquière, va prendre en charge l'École technique et ce qui va devenir, à partir de 1959, l'Institut de technologie de Jonquière. À Jonquière même, le Collège classique, ce qui est intéressant, c'est que le Collège classique, c'est véritablement un projet du milieu, un projet d'émancipation sociale, carrément. On a des laïcs qui se sont mêlés du développement de la région depuis déjà quelques années. Des laïcs qui sont dans différents domaines. D'ailleurs, la fresque dans le hall d'entrée du cégep rappelle la présence, au départ, capitale de ces laïcs qui vont faire un projet de la création du Collège classique de Jonquière. Rapidement, on va, comme c'est la coutume, attirer une communauté religieuse. C'est pas un hasard si ce sont les Oblats de Marie Immaculée qui vont s'installer à Jonquière. Ils ont déjà été présents au temps de la colonisation. On voit une belle occasion ici de revenir sur le territoire régional. On leur fait confiance. Et au cours de l'été 1955, on va voir arriver le père Pierre-Paul Asselin, on va voir arriver Gérard Arguin, Émile Normand, qui vont prendre en charge donc l'école qui commence de façon très modeste, à l'étage de la salle aujourd'hui du côté cour, qu'on appelait à l'époque la salle paroissiale. Les Oblats demeurent au presbytère de Saint-Dominique avec le curé Monseigneur Luc Morin, qui est un des artisans extrêmement importants de la création du Collège classique. 32 étudiants au départ, la première promotion dans les locaux du côté cour. Et puis, dès l'année suivante, là, on entreprendra la construction des premiers locaux du cégep, où on est présentement le Collège classique en différentes phases. Je laisse aux spécialistes de l'architecture l'histoire du développement de l'institution, mais sachez que pendant 10 ans, le Collège classique de Jonquière est pratiquement en construction permanente. Cette construction-là va aboutir pratiquement à la création des cégeps. Donc, une institution, un collège classique, comme la plupart des autres, oui, c'est vrai, comme à Chicoutimi. Chicoutimi qui, d'ailleurs, ne voit pas toujours d'un très bon œil l'ouverture du collège classique de Jonquière. On joue dans leur plate-bande. On a l'impression qu'on leur fait concurrence, qu'on va former des prêtres, alors que les Oblats ne sont pas très bons là-dedans. Au lieu de former des prêtres, ils vont former des citoyens responsables. Leur apostolat va se bâtir auprès de jeunes qui apprendront à intégrer l'apostolat catholique dans la vie de tous les jours, dans ce qu'ils vont devenir dans le siècle, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Faire des prêtres chez les Oblats, ce ne sera pas une réussite. C'était à peine un projet. Mais le séminaire le craignait grandement. Et pendant toute son histoire, pendant les 10 ans d'histoire du Collège classique, les Oblats vont avoir à cœur de se démarquer du cégep, du séminaire de Chicoutimi. De quelle façon? En innovant, en présentant quelque chose de moderne. Quelque chose qui est, ce qu'on croyait à l'époque, à l'opposé de ce qu'on retrouvait au séminaire de Chicoutimi.
les mots étaient très durs pour le collège classique. À Chicoutimi, on parlait du collège des athées, le ramassis de révolutionnaires, littéralement. Du côté de Jonquière, ben, on attisait cette façon de voir les choses aussi. Hein? C'était l'endroit à Jonquière où on changeait les choses. On était avant-gardiste. On avait une vision différente de l'éducation. Oui, on enseigne la même chose que dans les autres cours classiques, mais à Jonquière, on fait de la sociologie aussi. On s'intéresse à la société, au monde ouvrier. On s'ouvre à la communauté jonquiéroise. Le corps professoral, ben, il est composé en grande partie d'Oblats, mais rapidement, la majorité des professeurs, dès le début des années 60, ce sont des laïcs. Des laïcs qu'on va recruter en Europe. On n'a qu'à penser au Ségal, les Trosseleurs, Maurice Scory, Sulin, plusieurs noms de profs qu'on recrute partout, donc à travers le monde, pour amener une éducation dynamique, différente, une vision autre du monde qui se développe ici, au Cégep de Jonquière, au Collège classique de Jonquière. Donc déjà, le collège classique vit dans son milieu. On va créer d'ailleurs avec la bibliothèque, on veut en faire une bibliothèque pour tout Jonquière. Ce sera peut-être un échec au départ, mais néanmoins, on va développer aussi l'éducation permanente, qui sera une des revendications des réformateurs de la Révolution tranquille. Donc, de façon générale, le Collège classique de Jonquière est sur la voie de la Révolution tranquille qui va arriver dans les années 1960. Une vie étudiante très dynamique, du sport, des cours. C'est une vie exigeante, étudiant. De 8h à 17h30, on étudie, on a des cours. Pendant une période même, le samedi avant-midi, ce sera ici au collège aussi. On va l'abolir pour avoir des fins de semaine qui ressemblent plus à ce qu'on a aujourd'hui. Mais néanmoins, on participe. La vie, elle se passe au collège classique. On va développer un journal. Vous voyez ici l'équipe éditoriale du journal Le Cran. Un journal dynamique, mais un journal revendicateur qui n'hésite pas à contester, à entretenir des polémiques avec les politiciens locaux, à rejeter les valeurs traditionnelles et à contester les valeurs traditionnelles de l'Église catholique. Les Oblats avaient fort affaire avec les jeunes qui écrivaient dans les pages du Cran. Un personnage connu, juste derrière, vous voyez un des fondateurs du journal Le Cran, l'ancien premier ministre Lucien Bouchard, qui fait partie de la première cohorte du Collège classique. Donc, association étudiante, journal, une vie trépidante des prêtres qui encouragent au lieu d'essayer de brider une jeunesse. Ils en ont sans doute payé le prix, mais aujourd'hui, on les salue pour ce côté avant-gardiste. Les filles. Ah ben ça, c'est quelque chose. Hein? Et au corps défendant de l'évêque de Chicoutimi qui voyait d'un très, très mauvais œil l'admission des filles au cégep de Jonquière, on est passé par la bande un peu. On a commencé par fonder à Jonquière une section classique, les 4 premières années du cours classique qui sont dispensées par les Sœurs du Bon Pasteur. Et puis, rendu au bout des 4 années, fondé en 1958, les filles veulent continuer leur cours classique. Alors, on fait quoi? Le Collège classique de Jonquière, on va les accueillir chez nous. On va les intégrer dans des classes spéciales. Puis, rapidement, dès l'année suivante, ils sont dans les mêmes classes que les garçons dans la partie collégiale du cours classique. 1962, c'est une très grande innovation. Les filles arrivent dans le décor et c'est le Cégep de Jonquière et le Collège classique de Jonquière est le premier collège classique mixte qu'on retrouve au Québec. C'est quand même pas rien. Oui, je pense aussi que c'est effectivement un grand pas. Ici, vous voyez 2 jeunes filles impliquées dans les arts. Un film qui a été tourné en 1966 dans les murs du collège, donc le film Couloir. Si vous avez la chance de le voir, peut-être qu'on fera une présentation, je dirais, publique, un de ces 4, peut-être l'année prochaine.
L'année prochaine, la salle François Brassard va fêter son... je suis professeur en sciences humaines, aidez-moi. 50e? Non? 60, ben oui, c'est ça. Professeur en sciences humaines, j'étais au cégep sciences humaines sans maths. Ça a donné ça. Donc, vers le cégep de Jonquière, c'est le cégep de Jonquière, en réalité, déjà à l'époque du cours classique, puis on le voit dans les recherches que j'ai faites, dans les entrevues que j'ai réalisées. J'ai fait 54 entrevues avec des anciens qui m'ont confirmé que le cégep, il était déjà en gestation dès les années 60. Cours préparatoires aux études supérieures. On avait commencé dès 1966 à fonder des techniques en assistance sociale. On pensait déjà à un cours de technique en journalisme, en sciences commerciales. Donc, on se dirigeait vers le cégep. Et les pères oblats et les laïcs aussi, qui sont toujours dans le décor, vont participer à l'élaboration des premiers cégeps. Ce n'est pas un hasard si Jonquière, Chicoutimi aussi d'ailleurs, sont parmi les 7, puis ensuite les 12 premiers cégeps qu'on va créer en 1967. Le frère Untel, Jean-Paul Desbiens, qui travaillait à l'époque au ministère de l'Éducation dans la création des cégeps, lorsqu'on lit ses entrevues, il dit carrément pourquoi Chicoutimi, pourquoi Jonquière, côte à côte, parmi les premiers cégeps? Bien, c'est pas étonnant. C'était les deux endroits où il était prêt à instituer un cégep. Tellement prêt qu'en 1966, on se pose la question, est-ce qu'on est prêt à ouvrir le cégep, ouvrir les cégeps au Québec en 67? La réponse est non, on n'est pas prêt. On n'a pas de régime pédagogique. Gérard Arguin, qui fait partie du comité, dit à Jonquière, on est prêt. On a un régime pédagogique. Il n'était pas fini. Mais on s'est mis à la tâche rapidement. En l'espace de quelques semaines, on va présenter au comité national des cégeps, la mission des cégeps, un plan, donc un régime pédagogique entier, qui n'était pas parfait, mais grâce à ça, à l'automne 1967, on va voir les cégeps prendre leur envol. Et ça, Jonquière va jouer un rôle capital dans la construction de ce qui va devenir les cégeps. Dernière chose que je ne voudrais pas oublier, c'est que les Oblats vont aussi perpétuer leur œuvre. Évidemment, quand le ministère de l'Éducation va prendre en charge le cégep, il va acheter les installations aux Pères Oblats. Comme plusieurs communautés ont fait au Québec, parce qu'il s'est passé un peu la même chose. On a fusionné des écoles, des cours classiques avec des écoles techniques. Ici à Jonquière, l'Institut de technologie de Jonquière va être fusionné avec le Collège classique. Et de la vente de ces institutions-là, les Oblats auraient pu partir avec une belle somme, 800 000 $. C'est quand même important. Les Oblats ont décidé qu'ils la donnaient à Jonquière parce que Jonquière, c'est là où ils avaient construit avec la population. Donc, quelque chose qui était une mission d'éducation. Et pour maintenir cette mission-là, avec cette somme-là, on va fonder ce qui est aujourd'hui probablement une des fondations collégiales les plus importantes au Québec. Je salue M. Duplain et M. Masson, d'ailleurs, qui sont présents, mais on parle ici de la Fondation Asselin, qui est toujours un des fers de lance du financement de l'institution, mais aussi des activités d'éducation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je m'arrête là-dessus. Alors, nous allons procéder à une période de questions pour M. Gagnon. Je vous rappelle qu'on est diffusé en direct, donc on a des participants là, qui sont en ligne actuellement. Je vais vous demander peut-être de lever la main et de vous présenter, bien entendu, en parlant dans le micro. Alors, quelqu'un a une question pour M. Gagnon? Oui, à l'arrière. Ça ne sera pas très long. À vous la parole.
Jérôme, j'avais une petite question. Oui. Danny Côté, historien. Oui, Bonjour, un de mes Dan. collègues. Ouais. Oui, Très ancien. oui, très Ancien du ancien. J'ai cégep connu à aussi. l'université. Ancien du cégep aussi. Je me demandais, quand tu parlais de la rivalité entre Jonquière, le collège, et le séminaire de Chicoutimi, c'était de quelle façon? C'était-tu des correspondances? C'était-tu des articles dans les journaux? Comment est-ce que tu t'es rendu compte justement que la gang de Chicoutimi était jusqu'à un certain point jalouse de ce qui se faisait à Jonquière? C'était-tu médiatisé ou c'était des lettres insidieuses qui étaient envoyées? Comment ça se faisait? Je dirais qu'il faut savoir lire entre les lignes, Danny, pour répondre à cette question-là. Savoir lire entre les lignes, notamment de la correspondance que vont s'échanger les gens du séminaire, l'évêché aussi de Chicoutimi. En fait, le séminaire de Chicoutimi considère que son deuxième fondateur, c'est Monseigneur Melançon, qui a fait beaucoup pour le cégep de Chicoutimi. Or, Monseigneur Melançon, c'est lui qui est en place au moment où est fondé le collège classique. Bon, au départ, on va le consulter, les gens de Jonquière, les fameux laïcs, hein, les gens du milieu vont le voir, on dit on veut un cours classique, est-ce qu'on pourrait faire ça à Jonquière? Monseigneur Melançon, au départ, dit oui, l'idée est bonne, tout ça, mais il dit on n'a pas de prêtre à consacrer à ça. Donc, c'était une façon pour lui de dire ouais, le projet est intéressant, on n'est pas contre, mais donc on peut pas le faire nous. Les laïcs, par contre, vont maintenir leur recherche et ils vont aller chercher les oblats. Quand on va chercher les oblats, d'ailleurs, c'est le député au fédéral de l'époque, M. Girard, qui, lui, avait étudié chez les Oblats à Chambly puis à Ottawa. Donc, il connaissait bien les Oblats. C'est carrément lui qui est allé voir, puis on dit seriez-vous intéressé à venir à Jonquière? Puis le projet va aller de soi après. Donc, l'évêché s'est retrouvé un peu, je dirais, coincé dans cette offre-là. D'autant plus qu'on va dans le sens aussi de ce que l'évêché avait fait. Hein, la fondation des sections classiques. Les 4 premières années du cours classique qui étaient offertes par les frères du Sacré-Cœur à Jonquière, le collège classique s'inscrit dans la suite logique de tout ça. À quelque part, l'évêché est un peu pris avec ce que lui-même a fondé, la section classique, et puis ici, on vient le bonifier. Néanmoins, il y a des conflits, puis ça, on le sent. Un des conflits importants, l'évêque de Chicoutimi, Monseigneur Luc Morin, le curé de Jonquière, qui est très prélat. Hein? Un monsieur, Monseigneur, pas un évêque, mais c'est un prélat domestique. Et puis, il y a une attitude aussi qui en impose. Très, très, très jonquiérois d'ailleurs. Hein? Il va être proche des jonquiérois. L'hôpital, c'est le docteur Vaillancourt, mais c'est lui aussi, Luc Morin. Donc, Luc Morin est très, très, très actif. Et ça, l'évêché en garde quelques ombrages. Oui, on se méfie de ce qui se passe à Jonquière. En même temps, le collège, le séminaire de Chicoutimi, ça demeure la grande institution. Puis ça va le demeurer aussi. Hein? Le cours classique, il se donne là-bas, puis il y a plein de Jonquiérois qui vont continuer d'aller étudier au séminaire de Chicoutimi. Par contre, pour les gens de Jonquière, déjà, oui, c'est un collège classique. Ça coûte de l'argent, entre 175 $ par année pour les frais de scolarité au début. Dans les années 60, on parle plutôt de 300 $. C'est une somme importante. Mais par contre, quand on est à Jonquière, c'est un externat classique. On n'a pas à payer une pension. Et ça fait la différence. Les gens qui ont étudié ici me le disent, me l'ont dit. Mes parents ont fait des efforts pour m'envoyer au collège classique, mais ça n'aurait pas été possible de m'envoyer à Chicoutimi. À Jonquière, c'était correct. Je revenais le soir, je n'avais pas à payer de pension, et ça a été une planche de salut pour plusieurs familles. Et pour, je dirais, concurrencer, pour soutenir la comparaison avec Chicoutimi, les Oblats vont dire, nous, on ne fera pas la même chose. On n'est pas dans la sphère conservatrice, dans les valeurs traditionnelles. On va innover partout. D'où les critiques, d'ailleurs, de révolutionnaires, de collège des athées. Il y avait des Oblats hautes, là, ici, là.
Non, mais pensez juste à Roméo Bouchard, Charles Lambert, qui ont écrit Deux prêtres en colère. Là-dedans, ils disent, même les gens qui rois, des fois, avaient des critiques. Ils disent, c'est pas drôle, les Oblats, les pères Oblats vont jeunasser avec les étudiants. Ils étaient très proches de les étudiants, de la communauté. Il y avait des jeunes à travers ça. Donc, c'était vraiment le collège différent ici. Plus tard, dans les années 90, le cégep va faire une campagne, on va appeler ça le cégep différent. Mais déjà, il y avait le collège différent dans les années 50. Lucien Bouchard me racontait une anecdote qui est absolument comique. Je vais terminer là-dessus pour ce qui est de ta question, Dany. Il racontait que son frère, qui était dessinateur dans le journal Le Cran, s'était moqué de Monseigneur Paris. Monseigneur Paris était quelqu'un d'assez mince, très mince. Puis, il avait fait un jeu de mots avec un dessin qui fait... Le jeu de mots jouait avec le terme de squelette. Rapidement, Monseigneur Paris va appeler les Oblats. C'est terrible, j'ai été victime d'une calomnie par des étudiants du collège classique. Bon, le père Asselin, oui, on va y voir, on va les rencontrer. Fait venir le jeune homme. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Les petits gars, faites attention. Ça s'est conclu comme ça. Merci, Jérôme, pour cette anecdote qui conclut très bien. Bonne main d'applaudissements, tout le monde.